La valise en carton, le vrai départ, en 1973. J'avais mis de l'argent de côté grâce à l'usine. J'habitais chez les grands-parents de mon fils à cause d'une autre dispute avec ma mère et ils ne voulaient pas que je paie pour mon séjour chez eux. J'avais donc finalement une somme rondelette pour partir. Enfin, une somme qui à moi me semblait importante. Les grands-parents de mon fils étaient de très braves gens, très bons avec nous. Ils nous nourrissaient, mon fils et moi. Mais ils ne voulaient pas entendre parler d'argent, simplement je faisais le ménage chez eux en échange. Un jour, je me suis dit, maintenant je pars. Je suis retournée chez mes parents, le temps de regrouper les quelques affaires auxquelles je tenais. J'ai tout mis dans une malle, j'ai tout rangé, j'ai embarqué mon fils. Nous avons d'abord pris le train jusqu'à Vilar-Formoso, la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Au-delà de Vilar-Formoso, il y a Fuentes de Oñoro en Espagne. Nous sommes montés dans le train qui arrivait à la frontière vers 19 heures. Dès que celui-ci s'arrêtait à Vilar-Formoso, il fallait descendre parce que sans cela, la police entrait dans le compartiment et demandait les passeports. J'ai ensuite attendu sur le quai que le train reparte. Puis j'ai gagné une petite auberge qui n'était pas très loin de là. Quand on parle d'auberge en France, on imagine quelque chose d'assez chic pour week-end raffiné. Mais chez nous, une auberge, c'est un endroit assez pauvre. Exactement ce qu'il me fallait. Je ne disposais pas assez d'argent pour me rendre dans un lieu plus sophistiqué. Là, j'ai commencé à me renseigner. Est-ce que ce train reste longtemps en gare? Est-ce qu'il y en a un autre train plus tard? Est-ce qu'à la frontière, on doit montrer son passeport? Ainsi de suite. Mine de rien, j'essayais de savoir afin de dresser mon plan. La dame de l'auberge m'a répondu très gentiment. Je pense qu'elle savait très bien pourquoi je posais toutes ces questions, mais elle a fait semblant de ne pas comprendre. Elle m'a dit que de 21h à 23h, il n'y avait personne. Et c'est surtout cela que je voulais savoir. J'ai donc laissé passer un peu de temps et vers 21h30, après avoir fait manger le petit, j'ai repris ma valise en carton et nous sommes passés. J'ai marché sur les rails, sur la voie de chemin de fer. Il faisait nuit et il s'est bientôt mis à pleuvoir. Heureusement, j'avais emporté un parapluie. J'ai avancé ainsi, sans bruit, jusqu'au moment où j'ai entendu une voix qui appelait « Halte, qui va là ?» C'était de l'espagnol. Je ne parlais pas cette langue, mais je comprenais suffisamment pour savoir ce qu'il voulait. J'ai eu très peur. Je me suis arrêtée. Je ne voyais plus rien dans la nuit. J'étais déjà assez loin dans la ville où il n'y avait plus que la montagne devant moi. Je me suis cachée dans un petit sentier. Peu après, nous avons été repérés par le chien berger allemand des douaniers et il a tiré son maître jusqu'à nous. Le carabinier nous a trouvés. Comme un fait exprès, le petit s'est mis à pleurer parce que je venais de déraper sur une racine d'arbre. À vrai dire, je commençais à n'en plus pouvoir. Tenir l'enfant dans mes bras et porter la valise en même temps sur ces chemins pas très réguliers, j'étais épuisée. Tellement vidée qu'au bout d'un moment, je me suis dit « Tant pis pour la valise, je la laisse là. » Et j'ai jeté ce poids lourd pour mieux continuer ma route. Nous passerons tous les deux et peu importe le linge, pensai-je. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le douanier. Il m'a vu avec le môme en larmes. Je lui ai expliqué tant bien que mal ce que je faisais là. Il s'en doutait bien. Je devais avoir une tête terrible, une allure pitoyable. En tout cas, j'ai réussi à provoquer sa pitié. Vous n'avez pas de bagages? Je lui ai fait comprendre que j'avais jeté la valise à quelques centaines de mètres de là, parce qu'elle me pesait trop et que je ne pouvais plus avancer. Alors il a pris le petit dans ses bras, il a dit « Venez, nous allons rechercher votre valise ». Avec lui, nous sommes revenus en arrière et nous l'avons récupéré. C'est lui qui l'a porté avec le petit. Il ne parlait que l'espagnol, mais il était très bon, très humain. Nous nous comprenions sans avoir à parler. Il m'a remis dans la bonne direction. Vous n'avez qu'à marcher vers cette lumière qui brille là-bas. J'avais l'impression que la lumière qui m'avait indiquée était toute proche. Vous savez, lorsque vous voulez absolument aller quelque part, plus la lumière s'approche, plus elle est loin en réalité. C'est une impression d'optique. Alors j'avançais, c'était terriblement loin. Le petit pleurait beaucoup, moi je pleurais aussi. Je ne savais plus quoi faire. J'aurais voulu qu'une bonne fée agite sa baguette magique et nous transporte d'un coup à destination. Je trouve que nous aurions bien mérité ce miracle. Enfin, nous sommes arrivés. Cette lumière que je croyais toute petite était en réalité énorme. C'était Fuentes de Oñoro, l'Espagne. Lorsque le carabinier m'a dit que je pouvais passer, il m'avait déjà mis sur le territoire espagnol. Mais à la frontière, il n'y a pas tout de suite de maison. Les premières personnes que j'ai rencontrées étaient un couple de personnes âgées. À Fuentes de Oñoro, la maison dont j'avais tant désiré la lumière avait l'habitude de recevoir des réfugiés, des Portugais, qui passaient, comme moi, la frontière en fraude. Je suis arrivée, j'ai sonné, j'ai dit que je venais de la part du douanier. Il y avait d'autres réfugiés dans la maison. On nous a servi à manger. On nous a donné une chambre et le lendemain, il a fallu reprendre la route. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup d'argent et que s'il fallait payer cet hébergement d'une nuit, il ne m'en resterait plus. Je l'aurais avoué. Le monsieur était sympathique. Il m'a dit qu'il allait faire au mieux. J'avais un petit collier autour du cou. Je ne possédais plus la chaîne en or de mon fils, évidemment, puisque je l'avais déjà donnée. Et j'ai proposé de leur laisser. Je n'ai jamais raconté tout ça à mon fils. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir échangé ses colliers contre notre liberté.
Les hôteliers ont accepté. Je leur ai promis qu'aussitôt arrivé en France, je leur enverrais de l'argent pour les rembourser, ce que j'ai fait. Ils ont pris pour moi les billets de train et m'ont conduite à la gare, m'assurant qu'à partir de là, je ne risquais plus d'avoir de problème. Je suis arrivée à Hendaye très tranquillement, et là, j'ai dû attendre le train qui m'emmènerait jusqu'à Paris, gare d'Austerlitz, le lendemain vers 17 heures. On m'avait conseillé de prendre ce train-là parce que c'était le moins risqué. À 7 heures de l'après-midi, personne n'allait venir m'embêter en me demandant mes papiers. En partant du Portugal, je n'avais pris un billet que jusqu'à Villaformoso. Si j'avais demandé un ticket pour Paris, inévitablement on m'aurait réclamé mes papiers. Et je n'avais pas de passeport. J'avais un peu d'argent sur moi, mais je ne voulais pas m'en dessaisir par crainte de me retrouver sans rien un peu plus tard. Je ne voulais pas arriver à Paris les poches complètement vides et je ne voulais pas prendre le risque de terminer le voyage sans un sou s'il m'était arrivé quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance en Espagne. Je suis tombée sur un policier qui m'a demandé mes papiers. Ce jour-là, c'était encore une fois un jour de grâce. Je n'avais à lui présenter que ma carte d'identité. « Toi, a-t-il dit, tu vas passer en France, hein ? Et tu n'as pas de passeport, bien sûr. » J'ai reconnu que c'était la vérité. Il a voulu savoir pourquoi je voulais gagner la France. Il était jeune et gentil. J'ai eu confiance en lui et je lui ai raconté mon histoire, ma mère, la baraque, l'espoir de travailler en France. Il a fini par dire « Allez, ça va, et il m'a laissé partir. Après, je n'étais importunée par personne jusqu'à Hendaye. Je crois que ma sincérité m'avait porté chance. Si j'avais essayé de biaiser, de mentir, je n'aurais peut-être pas réussi à les convaincre de ma bonne foi. J'ai été franche, cela jouait en ma faveur. Et puis si j'avais essayé de lui faire croire que j'avais un passeport, où est-ce que cela m'aurait mené? Je n'aurais jamais pu lui présenter et il m'aurait embarqué. C'est sûr. Les gens sont toujours beaucoup plus gentils avec vous s'ils sentent que vous ne cherchez pas à les entortiller, à les rouler. Je crois aussi que mon fils m'a aidé à faire ce chemin. À 80%. Il a ému tous ceux que j'ai rencontrés. En me voyant avec ce tout petit dans les bras, les gens étaient immédiatement moins agressifs avec moi. Ils me croyaient plus facilement. Et puis, il faut bien dire que je n'avais pas du tout l'air d'une poupée fardée. Je peux dire que j'ai découvert ce qu'est le maquillage en arrivant en France. Avant, je me lavais la figure matin et soir au savon. Je me donnais un coup de peigne et cela suffisait. Ma jeunesse ne réclamait rien de plus. En arrivant à Hendaye, j'ai donné à la douane l'adresse de la seule personne que je connaissais à Paris, le cousin du père de mon fils que j'avais contacté lors de mon premier séjour. Il m'avait dit que si je voulais revenir un jour, il m'accueillerait volontiers. Aussi, je lui avais écrit du Portugal, pour lui demander s'il voulait bien de nous. Il avait répondu d'accord. J'ai donc donné à la frontière une adresse que je n'oublierai jamais. 59 rue Barbès, à Ivry. Mais je suis tombée sur un policier qui était un vrai salaud. C'était le seul Français à qui je puis donner ce titre depuis que je suis dans ce pays. Je ne fais pas de la démagogie de supermarché. C'est vrai, les Français ont toujours été formidables avec moi. Celui-là, il avait le style Kojak, crâne chauve et luisant. Il me dit « Venez dans mon bureau ». Il ne voulait pas me laisser passer. Lorsqu'il a ajouté qu'il voulait que je reste avec lui et que le lendemain, il promettait de me remettre au train, j'ai tout de suite compris ce qu'il me voulait et pourquoi il m'empêchait de continuer ma route. Il avait des intentions très précises. Je ne parlais presque pas français et il en profitait. Il riait de moi avec ses copains. J'avais des cheveux longs et à un moment donné, il attrapait ma chevelure pour faire semblant de la mettre sur sa tête à lui. « Ça me va bien, non » ricanait-il en me tirant les cheveux, en se regardant dans la glace comme un pan fier. Alors je l'ai violemment bousculé et je suis sortie de son bureau avec mon fils dans les bras. Je parlais en portugais, mais personne ne me comprenait. La colère montait en moi et le bonhomme de l'immigration a compris qu'il fallait me laisser passer s'il voulait éviter le scandale. Il m'a laissé prendre le train de l'autre côté du quai. À ce moment-là, il me restait que 40 francs en poche pour aller jusqu'à Paris et acheter de quoi manger aux petits. Je suis arrivée à Paris avec 5 centimes. Heureusement qu'on m'attendait à la gare, d'une part parce que j'étais sans un sou, mais aussi parce que je ne connaissais rien de cette ville gigantesque. Le cousin du père de mon fils est donc venu me chercher et il m'a installé chez lui, dans un bidonville, qu'il avait quand même très bien arrangé. Les Portugais, quoi qu'il puisse leur arriver, sont toujours très propres. D'une cage à poules, ils vous font quelque chose de vraiment très bien. Vu de l'extérieur, cela semble quelconque, mais quand vous entrez dedans, et puis ils sont très chaleureux, et cela se sent immédiatement. Il avait une chambre pour sa femme et lui ainsi que pour le berceau du bébé. Ils avaient une fille et 2 garçons, et elle gardait le plus petit avec elle. Dans l'autre chambre, il y avait 2 lits superposés. Elle a mis un autre de ses enfants dans sa chambre en posant le matelas par terre, et moi j'ai dormi avec mon fils dans l'autre chambre, dans le petit lit de dessous. Et le lendemain, j'ai rencontré M. Stella. C'est moi qui lui ai fait la surprise d'aller le voir. Ça l'a fait rire de me retrouver là. Vous êtes une drôle d'entêtée, vous. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé où j'habitais et qu'il fallait que je me débrouille. S'il ne m'avait pas engagé, j'aurais été ailleurs, mais je me serais débrouillée quand même. Il a été très gentil, il m'a donné du travail. Mes cousins, eux aussi, étaient adorables avec nous. Mais j'ai vite senti que je les gênais. Ils n'avaient plus de vie privée avec moi au milieu de leur salon. Tout devenait faux dans nos rapports, et je me suis dit que si je voulais leur éviter des disputes, il fallait que je fasse quelque chose.
En fait, ils se disputaient beaucoup et je crois qu'au bout de quelque temps, ma cousine a eu une sorte de jalousie à mon égard. Là, il fallait vraiment que je m'en aille. Je n'ai jamais aimé briser les ménages. Je n'ai rien d'une dévoreuse d'hommes. Ma cousine n'avait aucune raison de se montrer jalouse. J'ai toujours été une fille très correcte et j'essayais à tout prix de me tenir en dehors de leurs histoires. Dès que je pouvais sortir et rester loin de leur maison, je le faisais. En dessous de l'usine de M. Stala habitait un couple qui, au moment où je commençais à chercher un hébergement, décida de partir. Ils avaient réuni suffisamment d'argent pour se prendre un logement dur et ils attendaient une réponse des HLM pas loin de là. Dès que j'ai su qu'ils allaient libérer leur logement, j'ai demandé à M. Stala s'il pouvait me le donner. Il me l'a un peu installé et moi je l'ai rangé. Il y avait des fissures parce que les habitants précédents avaient enlevé tout ce qu'ils avaient mis au mur auparavant. Je me souviens que comme je n'avais pas de papier peint à mettre, j'ai posé les cartons d'emballage et j'ai habité là. Jusqu'au jour où M. Stala m'a signifié qu'il fallait que je règle ma situation et que je mette à jour en me faisant des papiers légaux. Tout ça c'était très bien, mais je ne parlais vraiment pas le français. Je ne le lisais pas non plus. Comment aurais-je pu trouver du travail dans des conditions? Ce que je faisais chez M. Stala ne pouvait être qu'un travail noir. Il ne pouvait pas me déclarer, mais il avait déjà été assez bon de m'aider ainsi. Je me suis acheté des livres en français, mais même en me cassant la tête, je ne parvenais pas à comprendre un traître mot. Je me suis entêtée et petit à petit c'est venu. Je ne sais pas comment j'ai fait. Lorsque vraiment je ne comprenais pas, je demandais à M. Stala de m'aider et il m'expliquait pas mal de choses. C'est curieusement en lisant le français sans le connaître que j'ai appris cette langue. Je me suis débrouillée tant bien que mal. On a fini par me proposer un travail dans une usine de Kremlin-Bicêtre, chez Géo, les charcuteries. En réalité, c'est moi qui leur ai fait une offre de travail. Et miracle, j'ai été acceptée. C'était d'autant plus miraculeux que je n'avais pas de permis de travail. Mais ils cherchaient de la main-d'œuvre et ils acceptaient de faire eux-mêmes la demande de ma carte de travail. Nous donnions nos noms, nos adresses et ce sont eux qui faisaient les papiers. Il fallait tout de même courir à la préfecture, à droite, à gauche. Mais j'ai tout fait sans rechigner. J'étais si contente d'être enfin officielle. Je travaillais dans une chambre froide à la chaîne. Celle où l'on prend les sachets pour mettre dedans les tranches de jambon, de saucisson. Plus loin, le sac est hermétiquement clos par la machine. Tout est automatique, bien sûr. C'est ça que vous trouvez dans les magasins. Je ne peux pas dire que ce travail me plaisait tellement. Il était tellement dur. Et ça me déprimait de penser à tous ces animaux que je voyais arriver vivants pour ressortir sous la forme de saucissons et jambon. Pour le petit, j'avais une bonne solution. Une dame qui avait déjà beaucoup d'enfants faisait la nourrice pour moi et me le gardait toute la journée. Ça m'arrangeait vraiment bien. Par rapport à ce que je gagnais au Portugal, j'avais l'impression de toucher énormément d'argent. Mais il ne faut pas l'imaginer pour autant que c'était beaucoup. Je ne me rappelle pas les chiffres exacts. Ce dont je me souviens parfaitement, par contre, c'est de l'utilisation que j'ai fait de ma première paye. J'ai acheté une petite cuisinière pour remplacer le camping-gaz que j'avais, une couverture et des draps. Des vêtements aussi, parce que j'étais toujours aussi mal habillée. Je portais encore les vieilles bottes que j'avais achetées en Espagne. Je les ai fait durer 4 ans. Dieu que j'ai pu les porter. Je les astiquais, je les aimais bien. J'ai acheté aussi des affaires pour le petit, et j'ai payé la nourrice qui ne gardait mon fils que le jour, puisque j'avais la chance de pouvoir le reprendre tous les soirs. Ce qui m'a le plus dérangé lorsque je suis arrivée en France, c'était le froid. Dans ma petite pièce, il faisait très froid, et à la chaîne, chez Géo, n'en parlons plus. Je ne le supportais pas, j'avais l'habitude du Portugal, de son soleil, de sa chaleur. J'en suis tombée malade. Il a fallu que je rentre à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Ma maladie ne me faisait pas peur, mais j'étais terrorisée à l'idée de laisser mon fils. Déjà, je me voyais obligée, comme ma mère avec moi, de l'abandonner dans un collège. Heureusement, une copine qui travaillait avec moi à l'usine m'a promis de s'en occuper. « Ne t'inquiète pas, je vais garder ton fils, je le prends chez moi. » C'est ce qu'elle a fait avec beaucoup de gentillesse. La première semaine, elle est venue me rendre visite à l'hôpital avec le petit. Tout allait bien, elle s'en occupait parfaitement et l'enfant semblait très joyeux. Mais cela n'a pas été suffisant pour me guérir. Je me sentais vraiment pas bien et pire que tout, j'étais en pleine dépression. Ma déprime est allée en s'aggravant lorsque le dimanche d'après ma copine n'est pas venue me voir avec mon fils. J'ai trouvé ça très bizarre. Cela m'a tellement obsédée que j'ai demandé à sortir de l'hôpital en prétextant que j'avais des problèmes avec mon fils, ce qui était particulièrement vrai d'ailleurs. Le docteur n'a rien voulu savoir. J'avais des faiblesses parce que je ne mangeais pas, et il fallait me donner du sang pour me remonter. On a dû me faire une transfusion sanguine. Je devais peser à peine 52 kilos à l'époque. Ce n'était pas parce que je n'avais pas assez à manger. Je me nourrissais à ma faim lorsque je travaillais chez Géo, mais plutôt une question de fatigue. Mon moral était atteint et je n'avais plus le cœur à faire les choses. Je crois aussi que je me sentais extrêmement seule avec le petit à ma charge. Finalement, je me suis reprise et j'ai pu sortir de l'hôpital pour aller le chercher. Inutile de vous dire que la première chose que j'ai faite, ça a été de courir chez cette femme pour voir ce qu'était devenu mon fils. Lorsque je dis qu'il y a un destin pour chacun, je repense souvent à cette histoire. Il n'y a pas de doute. Quelqu'un nous domine et nous guide.
Comment ne pas croire que c'est au bon Dieu que je dois d'être arrivée à temps chez elle. Son mari et elle étaient en train de déménager. Ces gens-là partaient de chez eux parce que leur fille Elisabeth les avait quittés. Ils voulaient garder mon fils pour remplacer leur enfant parti. Incroyable, non? J'arrive chez eux, ils sont en train de déménager. J'aurais pu venir à un autre moment, c'est une première coïncidence. Autre hasard curieux. J'ai demandé à sortir de l'hôpital ce jour-là. Pourquoi ce jour-là et pas un autre jour? Je ne sais pas. Toujours est-il que guidée par je ne sais qui, je suis arrivée à temps. Je ne veux forcer personne à croire comme moi en cette force céleste, mais j'y crois, et je trouve qu'on ne peut pas la nier. J'ai donc repris mon petit et je suis rentrée chez des amis. Il faut que je vous dise qu'à l'hôpital, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille que j'aimais bien. Elle était très sympathique, mais elle était en dépression permanente. Or, moi, après avoir été soignée pour ma faiblesse, j'avais aussi fait une belle déprime et on m'avait changé de service. On m'avait mise avec les filles dépressives. Je crois qu'en fait, je n'ai jamais été vraiment en dépression nerveuse. Mais je suis très nerveuse, ça c'est vrai, encore maintenant, et mes nerfs avaient pris le dessus, à un point tel que je ressentais une douleur dans le bras gauche et que finalement je ne pouvais plus le bouger. On m'a fait des radios pour voir ce qui se passait, mais on ne me trouvait aucune trace de traumatisme. Je n'avais rien en apparence, ce devait être quelque chose comme une tétanie, de la nervosité. Mais à ce moment-là, on parlait peu de ces maladies qui sont aujourd'hui très connues. Comme on ne voyait rien sur les radios, les médecins me traitaient de menteuse. Ils croyaient que je voulais rester plus longtemps à l'hôpital pour ne pas avoir à retravailler. J'avais beau leur dire que je me sentais mal, que je ne pouvais faire certains mouvements, ils ne voulaient pas me croire. J'étais donc dans le pavillon des déprimés. Il n'y avait pas que des malades des nerfs dans ce pavillon, mais aussi des fous. Et cette fille avec qui j'avais sympathisé, ses parents venaient la voir souvent, et ils ont su, bien sûr, ce qui est arrivé à mon fils. Ils en étaient très peinés. Moi, je parlais trop mal le français pour vraiment me confier à eux, mais je me faisais comprendre, cela faisait à peine quelques mois que j'étais en France. Cette fille m'avait présenté ses parents, et ceux-ci m'ont dit « Linda, si vous voulez venir chez nous, dans notre maison, vous serez la bienvenue, avec votre fils, bien entendu. » J'ai omis de dire aussi que tout de suite après avoir récupéré mon fils, j'étais retournée à l'hôpital pour finir de guérir. Et c'est la cousine du père de mon fils qui me gardait Jeannot pendant ce temps-là. À l'hôpital, j'avais fait la connaissance d'un médecin assez jeune, beau, et qui s'était intéressé à mon cas. Il venait souvent me voir. Il était extrêmement gentil avec moi et j'avais un petit béguin pour lui. C'est lui qui, le jour où je suis sortie de l'hôpital, m'a accompagnée à la maison de mes amis. En me déposant, il m'a invité à dîner pour le lendemain. Mais le lendemain, quand il est venu me chercher, c'était pour s'excuser et m'annoncer qu'il avait une urgence. Il ne pouvait donc pas sortir avec moi. Il est reparti et c'était fini. J'ai eu une peine terrible. J'ai beaucoup pleuré en rentrant à la maison. J'ai donné une raison honorifique à mes larmes. J'étais déjà très fière. Vis-à-vis de mon ami et de ses parents, je ne voulais pas perdre la face. Mais j'avais compris qu'il avait trouvé là un prétexte bien pratique et j'étais blessée. Je me suis dit qu'il avait honte de moi, ce que je devais être affreuse. Et puis ça ne faisait que confirmer ce que ma sœur m'avait toujours dit. Tu es portugaise, jamais un Français ne s'intéressera à toi. Je ne pouvais pas être le style de fille qu'aiment les Français. Je n'arriverai jamais à trouver quelqu'un qui n'aura pas honte de moi. Mais je ne suis pas le genre de personne qui se laisse abattre à son premier affrontement avec la vie. Je me suis assez vite reprise. Les parents de mon ami avaient un papillon. Ils représentaient à mes yeux le couple modèle. Jamais de dispute, jamais un mot plus haut que l'autre, un grand respect entre eux deux et un amour immense pour leur fille qui voulait absolument sortir de son désespoir. La mère était très gentille et le monsieur avait une situation assez importante pour qu'elle lui permette d'assouvir largement tous leurs désirs. Ils m'ont gardée chez eux sans jamais rien demander, mais je participais aux travaux de ménage et c'était bien la moindre des choses. Au bout de quelque temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve un travail, que je ne pouvais pas rester ainsi à la charge de ces gens. Je me suis donc mise à étudier vraiment le français. Comme ils partaient en vacances en août, ils m'ont demandé s'ils pouvaient me confier la maison et leur fille. Elle retravaillait et elle était employée dans un prise unique. Elle avait 18 ans. Tout cela se passait à Bagneux. J'ai profité de leur absence pour faire un grand ménage à fond dans la maison. J'ai tout retourné, tout nettoyé. Mais en même temps, comme je commençais à mieux connaître le français, j'achetais tous les jours le journal pour essayer d'y trouver un emploi. Je regardais dans la colonne femme de chambre, mais un ami m'avait expliqué ce que cela voulait dire et cela me semblait tout à fait dans mes cordes. Lorsque j'ai trouvé une offre d'emploi, je me suis présentée à cette place. Dans le même temps, mon amie s'était mise en tête de me marier et elle m'avait trouvé un fiancé. Il voulait bien m'épouser, mais sa famille n'était pas très chaude à l'idée qu'il épouse une femme déjà dotée d'un enfant. Quand il m'a avoué ça, je crois qu'il a payé pour tout le monde. Je me suis énervée et je leur ai dit de prendre le large. Allez, bye bye. Nous nous sommes revus quelquefois parce que j'étais son amie de la famille chez qui je vivais et je l'ai laissé aspirer un peu. Il venait, on flirtait gentiment, rien de bien sérieux. Mais vraiment, je ne pouvais pas rester comme ça chez ces gens si aimables à mon égard. J'étais nourrie, logée, protégée, mais je n'avais pas un sou. Et puis il arrive toujours un moment où l'on se dit qu'on ne peut pas abuser ainsi de la gentillesse des gens, de leur aide. Je voulais être libre et je ne tenais pas à vivre au crochet des autres, même s'ils semblaient y trouver leur compte en me laissant faire leur ménage.
Je me suis présentée à cette place qui offrait un poste de femme de chambre. C'était à l'hôtel Aromanche, rue de Châteaubriand. J'étais la 13e personne à attendre. Je n'avais pas de papier, puisque sa maladie m'avait arrêtée pendant plus d'1 an. Et j'étais en situation régulière en France. J'ai expliqué mon problème et j'ai eu de la chance. Le monsieur a accepté de me recevoir quand même. Quand j'ai su que j'allais être reçue par un homme, j'ai compris que c'était gagné. Avec les femmes, je sais que cela se passe moins bien. C'est toujours la même histoire, il n'y a rien à faire. Avec les hommes, j'ai de bien meilleurs contacts. Et puis je ne dois pas utiliser toutes mes armes avec les femmes, alors ça ne marche pas aussi bien. Avec les hommes, par contre, je suis beaucoup plus à l'aise et je tente d'obtenir plus. Comme toutes les femmes qui savent jouer un peu de leur charme. Quand on a besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter 1 minute à utiliser tous ses atouts. La séduction, c'est notre arme à nous, les femmes. Je suis donc arrivée à visage découvert. Il me semblait que si je me maquillais, on me renverrait. À la réception de l'hôtel, il y avait un homme venu de l'île Maurice, et par une malice du hasard, il s'appelait lui-même Monsieur Maurice. C'est lui qui était chargé de faire un premier barrage. Comme selon toute apparence, je lui ai semblé convenable. Il m'a présenté à la patronne. J'ai paru sympathique à cette dame. Ils m'ont donné la place. Ils m'avaient fait passer tout de suite. Je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que j'étais la 13e et que 13 c'est mon chiffre. Pour bien des gens, c'est un porte-malheur. Pour moi, au contraire, c'est un chiffre qui m'a toujours porté bonheur. Dès que j'étais engagée, j'ai mis ma patronne au courant de ma situation. Je suis ravie de travailler chez vous, mais j'ai un problème. J'ai un petit garçon et nous vivons chez des gens assez loin d'ici. Je suis vraiment dans la misère. Je n'ai rien. Je dois quitter cette famille. Elle a eu un geste formidable. Elle habitait rue Saint-Dominique. Elle avait une chambre de bonne vide au-dessus de chez elle, et elle me l'a donnée. Ainsi, du jour au lendemain, j'ai bouclé ma valise et je me suis installée dans cette chambre. Bien sûr, comme elle n'avait pas été habitée depuis longtemps, il a fallu que je débarrasse tout, que je lave à fond. J'ai lessivé, j'ai calé mon lit et je me suis retrouvée dans mes murs. Enfin. Bien entendu, j'avais amené mon fils avec moi. Comme cette femme était gentille. Elle s'appelait Madame Briand. C'est drôle de s'appeler Madame Briand, d'habiter rue de Châteaubriand. Je lui avais demandé si cela ne la gênait pas trop que j'emmène le petit avec moi à l'hôtel. Elle m'a répondu que cela ne posait aucun problème, alors il me suivait partout. Il était devenu l'enfant de l'hôtel. Il avait 5 ans et il n'allait pas encore à l'école, mais il fallait absolument que je l'inscrive. Mon travail ne présentait guère de nouveautés au fil des jours. C'était tout le temps le même emploi du temps, mais l'ambiance était bonne. Lorsque je me présentais le matin, je faisais le ménage des chambres et j'essayais de m'en tenir à ça. Mais il y avait souvent des histoires avec les clients. J'étais très agressive parce que les gens confondent vite la femme de chambre avec la pute chère à ma mère et qui avait tant traumatisé mon adolescence. Je tenais à montrer que j'étais avec une personne digne de respect. Ainsi, lorsqu'un client voulait faire des pitrouettes dans le lit avec moi, paf, il prenait un coup de poing dans la figure. Je n'y allais pas par 4 chemins. C'est vrai, j'étais prête à tout pour prouver que j'étais une femme sérieuse et honnête, et j'étais persuadée que c'était comme ça qu'il fallait faire. Un jour, j'ai vu débarquer un monsieur tout frisé que je connaissais de vue, parce que Paris était recouvert d'affiches à son effigie. C'était Robert Charlebois. Il était client de l'hôtel Aromanche depuis des années. Elle est encore aujourd'hui, je crois. Je l'ai servi pendant 3 semaines. J'ai même fait les ourlets des pantalons de scène avec ses musiciens. C'était un drôle de bonhomme, Charlebois. Je me rappelle que j'étais fascinée par ses pantoufles. Elles avaient des doigts, on aurait dit des chaussures de clown. Il était là avec sa femme, une fille superbe, brune aux yeux verts, très élégante. Elle avait un manteau de fourrure invisant. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu y tenir. Je l'ai essayé. J'étais devant la glace en train de me tortiller lorsqu'elle est entrée. Elle m'a vue comme ça. Je suis devenue rouge comme une pivoine. Je ne savais plus quoi faire ni quoi dire. J'aurais voulu entrer sous terre, mais elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas plainte à la direction non plus. J'avais un peu de mal à réaliser ce que disait Robert Charlebois à cause de son accent canadien, mais s'il fallait des efforts pour se faire comprendre. Un jour aussi, j'ai mis ses pantoufles pleines de doigts et quand il m'a vu comme ça dans le couloir, il s'est mis à rire. C'était un client adorable. Avec lui, il n'y a jamais eu l'ombre d'un problème. Ce n'est pas comme avec ce client espagnol. Il venait de Barcelone et c'est aussi un habitué de l'hôtel. Il avait vraiment pris ses aises rue de Châteaubriand. Je l'ai su plus tard lorsque la femme de chambre espagnole qui travaillait avec moi me l'a raconté. Il avait déjà tenté sa chance avec les femmes de chambre qui m'avaient précédé. Il n'y avait guère de personnel pourtant dans cet hôtel. Delphine, plus la soubrette espagnole, et un garçon qui réparait. C'est avec Delphine et ma patronne que j'ai appris à mieux parler votre langue. Elle m'expliquait les choses, elle me reprenait lorsque je faisais des erreurs. Un jour, il s'est passé une histoire drôle. Monsieur Maurice était un homme très rigolo qui racontait beaucoup de choses marrantes. Il adorait se moquer de moi, gentiment. « Linda, vous comprendre français maintenant ?» Je riais et je lui répondais « Oui, moi comprendre français, monsieur. » Il avait en plus cet accent inimitable qui lui venait de ses îles natales. Alors, lorsqu'il parlait petit nègre, il était très amusant. Mais il en profitait aussi pour m'apprendre des mots très grossiers en espérant que je les répéterais plus tard. Ainsi, un soir, il m'a dit « Linda, reste ici, s'il vous plaît. »
Et si un client me demande à la réception, vous répondrez « Monsieur Maurice est aux chiottes ». Qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire? Je ne comprenais pas un traître mot de cette phrase que je répétais dans ma tête avec application pour ne pas l'oublier et être sûr de le dire convenablement. J'étais là très digne et très fière de mon langage typiquement parisien. Ravie aussi de la confiance qu'on me faisait en me confiant à la réception, ne se fût-ce qu'un instant. Arrivent des clients, dont un qui était déjà venu plusieurs fois. Celui-là, je le connaissais bien parce qu'il était toujours dans mes jambes. Il disait que je le soignais si bien. Il s'appelait Monsieur Dumas. Il a demandé Monsieur Maurice. Je lui ai répondu tout de go. Monsieur Maurice pas là. Monsieur Maurice est aux chiottes. Heureusement pour moi, il a éclaté de rire dans le hall. Je pense que mon accent et mon application à bien dire ma phrase avaient fait passer la vulgarité de mon vocabulaire. Lorsque Monsieur Maurice est revenu, il a tout expliqué en s'excusant auprès des clients. Il avait la confiance de tout parce qu'il travaillait là depuis longtemps. Il prenait un malin plaisir à me jouer des tours et à me faire marcher. C'est ce qui a fait que très vite je me suis mise aussi à lui faire des farces. J'ai fait venir un jour, et ça ce n'était pas une blague, une de mes sœurs du Portugal. Mon beau-frère était toujours en France. Mais ma sœur et leurs 2 enfants vivaient encore au Portugal. En fait, ils n'étaient pas mariés eux non plus, mais peu importe. Mon beau-frère se trouvait maintenant à Antony, près de Paris. Son contrat de fumée était terminé. Je ne cessais de lui répéter « Pourquoi ne faites-vous pas venir votre femme et vos enfants ici ? Ce ne serait plus facile pour vous et plus agréable aussi pour eux. » Il a fini par se décider à le faire. Ma sœur est venue, mais elle a laissé les enfants à ma mère qui s'en est occupée. Ils se sont installés à Paris. Ça m'a fait plaisir pour ma sœur qu'elle n'ait pas mon destin de rester seule. Elle ne méritait pas ça. Elle n'avait jamais connu d'autre homme que celui-là. Du jour où elle l'avait rencontré, elle s'était dit que c'était l'homme de sa vie, l'unique. De mon côté, je m'étais bien débrouillée. À proximité de ma chambre de bonne, il y avait une autre chambre que j'ai réussi à échanger contre du travail. Avant l'arrivée de ma sœur, j'ai discuté avec ma patronne. On cherchait quelqu'un pour l'hôtel. J'ai donc préparé le terrain. Vous savez, j'ai une sœur qui est très bien. Elle vient du Portugal. Elle aimerait travailler. Quand ma sœur est arrivée à Paris, elle avait une chambre, du travail, tout était fait. Ma sœur et moi, nous n'avons jamais été très proches l'une de l'autre. Car lorsque je suis sortie du collège à 11 ans, elle est tout de suite partie vivre avec son mari. Mais très vite, les choses ont commencé à aller moyennement entre nous. Il y a eu des histoires, 2 sœurs qui travaillent ensemble. Elle mangeait avec ses copines à midi et jamais avec moi. Malgré tout ce que j'avais fait pour elle, j'ai senti que des petites gênes s'installaient à l'hôtel. J'ai préféré partir. J'ai cherché un autre hôtel qui m'offrait les mêmes conditions, une chambre, un salaire, et j'ai trouvé rue Roquépine. Curieusement, c'est à 2 pas de mon bureau actuel. Coïncidence amusante, non? J'ai donc travaillé ensuite à l'hôtel Europe. Ce qui avait un avantage formidable, l'école était juste à côté. Deuxième avantage, ma chambre était au coin de la rue au 22, et ce chiffre m'a toujours porté bonheur, je suis née un 22. J'avais une chambre plus grande, mignonne. J'étais au 3e étage, si bien que je n'avais pas l'impression d'habiter vraiment une chambre de bonne. Ces chambres étaient réservées au personnel, qu'il y ait des enfants ou non. Nous y étions vraiment bien. Je commençais à 7 heures le matin. Je laissais généralement mon fils dormir dans la chambre et j'allais servir les petits déjeuners. Lorsque j'avais terminé, je revenais, je l'habillais et je l'emmenais à l'école. Je garde un souvenir cruel de ce premier jour d'école. Savez-vous ce qu'il m'a dit ce matin-là? Le mot qu'il avait tellement entendu dire au Portugal et qui faisait partie de son vocabulaire de base dans sa tête. Pute. Il me l'a dit parce qu'il croyait que j'allais l'abandonner. En mettant mon fils à l'école, je me retrouvais dans la même situation que celle-ci que j'avais vécue des années auparavant. Ça m'a fait vraiment une peine terrible de sentir que mon fils passait par les mêmes sentiments que moi. Il pleurait et cela me rappelait le jour où ma mère m'avait amené au collège. En l'espace de quelques secondes, j'ai tout revu dans ma mémoire et j'étais moi aussi au bord des larmes. Comme j'ai eu mal en entendant ces mots sortir de la bouche de mon fils. Pute, pute. Bien sûr, il était petit et ne savait pas ce qu'il disait. Mais tout de même, ce mot infernal me poursuivait à travers les êtres qui m'étaient les plus chers. Pour redonner confiance à mon fils, je n'ai pas voulu le laisser à la cantine. Ça ne m'arrangeait pas vraiment parce que je ne disposais que d'1 heure pour manger. Et aussitôt après, il fallait que je recommence à travailler jusqu'à 18 heures. Mais j'allais quand même le chercher à midi et je le ramenais pour manger à l'hôtel. Là, nous mangions tous ensemble. J'ai agi comme ça dès le premier jour. Je suis allée le chercher à la sortie de l'école. Nous avions déjeuné et puis je lui ai parlé. Je l'ai un peu disputé pour le mot qu'il avait dit et je lui ai expliqué. Je crois qu'il a vaguement compris. Ce qui est merveilleux entre mon fils et moi, c'est que je ne lui ai jamais rien caché. Et de ce fait, nous avons toujours eu des rapports très clairs. Ce jour-là, je lui ai expliqué qu'il fallait que je le mette à l'école, que c'était obligatoire, que les tout petits enfants passaient par là pour devenir grands et intelligents, qu'il était nécessaire qu'il apprenne à lire, à écrire, que moi je devais travailler pour gagner notre vie à tous les deux, que je n'avais pas d'argent. Ce n'est jamais simple la vie, n'est-ce pas? Je me souviens que nous avons parlé longuement. Ça l'a un peu rassuré. Mais je ne l'ai jamais mis à la cantine pour autant par la suite. Il préférait nettement venir manger avec moi à l'hôtel.
Un peu plus tard, il venait aussi prendre le petit déjeuner avec nous le matin. Il n'a pas tardé à s'habiller tout seul, et comme il était très débrouillard, vers 5 ans et demi, il descendait et me rejoignait à l'hôtel, où il prenait ses croissants en allant à l'école. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté. Alors je me suis dit que je pouvais me permettre un petit loyer et j'ai cherché un appartement. Dans le même temps, j'ai voulu changer d'emploi parce que j'avais envie de travailler dans un hôtel plus raffiné qu'un 2 étoiles. Je voulais tenter ma chance dans un 3 étoiles. Je pensais que je gagnerais un peu plus et je me suis renseignée dans ce sens. Je voulais savoir avant de quitter ma place quel était le salaire d'une femme de chambre dans un hôtel un peu plus important. J'ai finalement trouvé un appartement de 2 pièces à Clichy au 17 rue Guénois. J'ai encore eu de la chance. L'école de Jamond n'était pas très loin. Lorsque j'ai déménagé, j'ai aussi trouvé du travail au Grand Hôtel rue Scribe. Je faisais des extras. C'était pendant la période de vacances et on gagnait plus qu'en saison normale. Parce qu'à ce moment-là, le personnel s'absentait et on avait besoin d'autres femmes de chambre en remplacement. Mais c'était seulement pour 1 ou 2 mois, bien sûr.